Le mariage d'Élodie s'est déroulé exactement comme elle l'avait rêvé. Un lieu huppé avec vue sur la mer. Un quatuor à cordes. Une pyramide de coupes de champagne et 200 invités sur leur 31. Elle avait tout donné pour cette journée. Planifié chaque détail. Et elle l'avait amplement mérité. Ce qu'elle ne méritait pas, c'était d'utiliser son discours pour me lancer une nouvelle pique. Avant de voir comment ce toast s'est retourné contre elle. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous. J'aimerais savoir qui fait partie de notre communauté. Ce toast. C'était il y a 3 ans. Le champagne était frais. Mais l'ambiance était glaciale. Ce soir, le décor a changé. Mais la température est exactement la même. Nous sommes au Yacht Club de Saint-Tropez pour le gala des noces de rubis de mes parents. Leur 35e anniversaire de mariage. L'air sent le parfum de luxe et l'eau salée. Il y a 300 invités cette fois. Pas 200. Les fleurs sont des lits blancs. Importés. Impeccables et totalement dénués de chaleur. Et je suis assise à la table 9. Encore. La table 9 n'est pas un emplacement. C'est un message. Elle est située juste à côté des portes battantes des cuisines. Là où les serveurs surgissent avec des plateaux de filets de bœuf. C'est la table de délestage. L'endroit pour les cousins éloignés. La vieille tante qui renverse son vin. Et moi, Chloé, la fille qui n'a jamais pris son envol. Je regarde autour de la salle. L'éclairage est ambré et tamisé. Conçu pour que tout le monde ait l'air riche et heureux. À la table d'honneur, mes parents, Catherine et Pierre, tiennent leur cours. Ils ont l'air royaux. Mon père porte un smoking qui lui va comme une armure. Ma mère est drapée dans de la soie rouge rubis. Riant à une remarque de Guillaume, le fiancé de ma sœur. Guillaume est banquier d'affaires. C'est un type solide. Il porte des costumes le week-end. Il parle de la volatilité des marchés, avec la même gravité que la plupart des gens réservent à la guerre. Mes parents l'adorent. C'est le fils qu'ils n'ont jamais eu. La réussite qu'ils peuvent épingler à leur revers, comme une médaille. Et puis, il y a Juliette, ma petite sœur, 26 ans et déjà collaboratrice junior dans l'un des meilleurs cabinets d'avocats d'affaires de Paris. Elle est assise à côté de Guillaume. Rayonnante. Elle incarne le succès. Elle ressemble au retour sur investissement que mes parents ont toujours voulu. Je baisse les yeux sur mon assiette. La nourriture est froide. Elle l'est généralement le temps que les serveurs arrivent à la table 9. Je porte une simple robe noire. Elle est élégante, discrète et a coûté plus cher que la voiture de mon père. Mais ils ne le savent pas. Pour eux, c'est juste du noir. C'est juste Chloé qui se fond dans le décor. Encore une fois, un écran LED géant domine le devant de la salle. Il diffuse actuellement un montage vidéo. Un diaporama des 35 années de mes parents ensemble. Il y a des photos de leur mariage, de leur première maison, de leurs vacances au Cap Ferret, puis les enfants apparaissent. Il y a Juliette dans son tutu de danse. Juliette tenant son trophée de débat. Juliette avec sa toge. Diplômée avec mention, très bien de la fac de droit. La musique enfle. La salle soupire. D'adoration collective. J'attends mon visage. J'attends la photo de moi gagnant le concours national de code à 16 ans. J'attends la photo de moi intervenant à la conférence Tech Disruptors à Tokyo l'année dernière. Le montage se termine. L'écran s'estompe sur un graphisme de 2 anneaux de rubis entrelacés. Je n'étais pas dedans. Pas une seule fois. Je n'ai pas scellé. Je n'ai pas eu le souffle coupé. J'ai juste pris mon verre d'eau et bu une gorgée. C'est cette douleur spécifique et creuse d'être physiquement présente, mais émotionnellement effacée par son propre sang. C'est un silence qui hurle. Vous êtes assis là, entouré de gens qui partagent votre ADN, qui partagent votre histoire. Et vous réalisez que vous êtes un fantôme pour eux. Vous êtes une chaise vide à une table bondée. Ils voient votre corps, mais ils n'ont jamais essayé, pas une seule fois, de voir votre esprit, sous la nappe blanche. Mon téléphone vibre contre ma cuisse. Je le sors discrètement. Un message de Marc. Mon directeur financier,
Crise évitée. Le correctif du pare-feu du ministère de la Défense est en ligne. Nous avons bloqué l'intrusion. Aegis IA est sécurisé. Je tape un seul mot en réponse fois « bien ». Mes parents pensent que je suis une freelance en galère qui répare des imprimantes et crée des sites web pour les boulangeries du quartier. Ils pensent que je vis dans un studio et que je mange des pâtes instantanées. Ils ne savent pas qu'Aegis IA, l'entreprise que j'ai fondée dans ma chambre d'étudiante il y a 7 ans, vient de sécuriser l'infrastructure de cybersécurité de toute l'administration nationale. Ils ne savent pas que pendant qu'ils choisissaient les compositions florales pour ce gala, j'étais sur une ligne sécurisée avec l'état-major. Ils ne le savent pas parce qu'ils n'ont jamais demandé. Mon père se lève. La salle se tait. Il tapote son micro. Le son résonne dans le hall. Il sourit. Ce sourire charismatique et vainqueur qui a fait de lui un directeur commercial régional de premier plan dans les années 90. « Merci à tous d'être venus », dit-il. Sa voix chaude et riche. 35 ans. On dirait 35 minutes. Les invités rient poliment. Quand Catherine et moi avons commencé ce voyage, nous n'avions rien d'autre qu'un rêve. Le rêve de construire une vie. Un foyer et une famille qui résisteraient à l'épreuve du temps. Et en regardant cette salle ce soir, je peux dire que nous avons réussi. Il lève son verre vers Juliette. Nous avons élevé une fille qui comprend la valeur du travail acharné. Juliette. Lève-toi. Juliette se lève. Rayonnante. La salle applaudit. Collaboratrice chez Sterling, associée. Tonne mon père. Des semaines de 80 heures. Le labeur. Le dévouement. Voilà à quoi ressemble le succès. Mes amis. Et elle n'a pas seulement construit une carrière, elle a construit un avenir. Elle a trouvé Guillaume. Il fait un geste vers Guillaume, qui se lève et fait un signe modeste de la main. Un homme qui comprend la finance. Un homme qui peut subvenir aux besoins. Dans ce monde, une femme a besoin d'un partenaire qui soit un roc, un protecteur. Et Juliette, tu as trouvé le meilleur qui soit. Je sens un muscle se contracter dans ma mâchoire. Le message est subtil mais clair. Le succès pour une femme, ce n'est pas seulement le travail, c'est le mari, c'est la sécurité, c'est la structure traditionnelle de protection. Mon père croit qu'une femme n'est vraiment en sécurité que lorsqu'elle est attachée à un grand patron ou à un homme avec un plan d'épargne retraite. Il voit l'indépendance comme une vulnérabilité, pas une force. Puis, les yeux de mon père dérivent vers le fond de la salle, vers la table 9. Le projecteur de son attention pèse comme un poids physique. « Et Chloé ?» dit-il. Son ton change. Il descend d'une octave, devenant lourd d'une pitié performative. Notre esprit créatif. La freelance. Quelques têtes se tournent. Je garde un visage parfaitement impassible. On t'aime. Ma chérie. Vraiment. On sait que l'économie des petits boulots est difficile. On sait que c'est instable. Vivre d'un chèque à l'autre. Ne jamais savoir d'où viendra le prochain contrat. Ça empêche ta mère de dormir. Honnêtement, il soupire. Une expiration dramatique destinée à attirer la sympathie des autres parents dans la salle. On espère juste qu'un jour, tu trouveras ton propre Guillaume. Quelqu'un pour prendre soin de toi. Quelqu'un pour te donner la stabilité que tu n'as pas réussi à trouver par toi-même. Parce qu'un père s'inquiète. Un père veut savoir que sa petite fille est en sécurité. La salle murmure avec compassion. Pauvre Chloé. La marginale. Celle qui n'a pas décollé. Je le fixe. Je ne détourne pas le regard. Je ne baisse pas les yeux de honte. Je le fixe. Simplement. Il pense que je suis en danger parce que je n'ai pas de mari. Il pense que je suis instable parce que je n'ai pas un titre d'entreprise qu'il reconnaît. Je suis fois la sécurité. Je suis fois la stabilité. Mon code protège les banques pour lesquelles Guillaume travaille. Mes algorithmes sécurisent les hôpitaux où ma mère fait ses bilans de santé. Je suis le titan silencieux qui soutient le ciel sous lequel ils vivent. Et il me regarde et voit une enfant qui a besoin d'une babysitter. Juliette prend le micro ensuite. Elle est resplendissante. Elle ressemble au vainqueur. Merci. Papa,
dit-elle, la voix claire et confiante. Et honnêtement, je dois vous remercier, toi et maman, de m'avoir poussée. Vous m'avez appris qu'on n'arrive nulle part en restant en pyjama avec un ordinateur portable. On y arrive en étant présent, en mettant un tailleur, en faisant le travail difficile dans le monde réel. Elle me jette un coup d'œil. Un scintillement rapide et dédaigneux. J'ai signé un nouveau client cette semaine. Annonce-t-elle, la voix gonflée de fierté. Un gros poisson. Je ne peux pas encore dire le nom. Mais disons simplement que ça va me mettre sur la voie pour devenir associé plus vite que quiconque dans l'histoire du cabinet. C'est ça la différence entre un boulot et une carrière. De vrais clients. De vrais enjeux. La salle éclate en applaudissements. Bravo, crie quelqu'un. Je reste assise en silence. Mon téléphone vibre à nouveau. C'est Marc. L'embargo est levé. Forbes publie la liste dans 2 minutes. Tu es prête? Je regarde Juliette, qui s'imprègne des applaudissements. Je regarde mes parents, rayonnant du reflet de sa gloire. Ils sont si sûrs de leur monde. Ils sont si certains que leur voix est la seule voix. Je tape en réponse foi. Laisse tout brûler. Je repose le téléphone sur la table. Écran vers le haut. Je prends une gorgée d'eau. Les glaçons teintent contre le verre. C'est le seul bruit que je fais. Je ne vais pas interrompre leur discours. Je ne vais pas faire de scène. Je vais simplement laisser la vérité entrer dans la pièce et trouver sa propre chaise. Je les regarde. Ma famille, se prélassant dans la lueur de l'annonce de Juliette. Ils ont l'air si heureux, si sécures dans leur compréhension du monde. Et je me demande, pas pour la première fois, comment ils peuvent être si aveugles. Ce n'est pas juste de l'ignorance. Ce n'est pas juste qu'ils ne comprennent pas la technologie ou la cybersécurité. C'est quelque chose de plus profond. C'est un filtre, un mécanisme psychologique qu'ils ont construit il y a des années pour donner un sens à qui je suis. Ils m'ont vu en sweat à capuche une fois, fatiguée après un sprint de code de 40 heures, et ont décidé que j'étais paresseuse. Ils m'ont vu travailler depuis un café et ont décidé que j'étais au chômage. Une fois cette décision prise, leurs cerveaux ont simplement filtré toute preuve du contraire. Quand je leur ai offert des billets en première classe pour Paris pour leur anniversaire l'an dernier. Ma mère n'a pas vu le succès. Elle a vu de l'irresponsabilité. Oh, Chloé, avait-elle chuchoté, l'air peiné. Tu n'aurais pas dû mettre ça sur une carte de crédit. On s'inquiète pour tes dettes. Enzoaris. J'ai essayé de lui dire que j'avais payé comptant. J'ai essayé de lui dire que les billets coûtaient moins que ce que je gagne en 1 heure. Mais elle ne l'a pas entendu. Elle ne pouvait pas l'entendre, parce que si j'avais réussi, alors son inquiétude était gaspillée. Si j'avais réussi, alors son jugement était faux. Et ma mère déteste avoir tort. Quand j'ai acheté une Rolex vintage à mon père pour son anniversaire, il n'a pas vu un cadeau d'une fille riche, il a vu une contrefaçon. C'est une très bonne réplique. Avait-il dit, en me tapotant la main? On dirait presque une vraie rébielle. Merci pour l'intention. Ezio. Il ne pouvait pas concevoir un monde où sa fille freelance pouvait entrer chez un bijoutier et dépenser 30 000 €. Alors son cerveau a réécrit la réalité. Il a rendu la montre fausse pour que sa vision du monde puisse rester vraie. Ils ont passé la dernière décennie à collecter des preuves de mon échec et à écarter les preuves de mon succès. Ils ont construit un monument à ma médiocrité. Brique par brique. Et ils en sont si fiers. Ils aiment leur fille en galère. Ils savent comment la plaindre. Ils savent comment lui faire la morale. Ils ne savent pas comment la respecter. Mon téléphone s'allume à nouveau. Un autre message de Marc. C'est en ligne. J'actualise le fil maintenant. Je regarde Juliette. Elle rit à quelque chose que Guillaume a chuchoté. La tête en arrière, exposant la longue ligne élégante de son cou. Elle est l'enfant prodige, celle qui a suivi les règles, celle qui a validé leur choix. Elle ne sait pas que le sol sous ses pieds est sur le point de se dissoudre. Elle ne sait pas que le gros poisson, qu'elle vient de signer, celui qu'elle pense être son ticket pour devenir associée, c'est moi. Je jette un coup d'œil à l'écran LED. Le montage vidéo est terminé.
L'écran affiche maintenant une image statique de 2 anneaux de rubis. Dans un instant, cet écran va changer. Et tout le reste aussi. La notification tombe. Ça commence par une vibration dans les poches à travers la salle. Un invité vérifie. Puis un autre. Un murmure commence à la table 4, puis à la table 6. Flash info. Chuchote une voix près du devant. Forbes vient de sortir la liste des moins de 30 ans. Dit quelqu'un d'autre. J'observe l'onde de choc. Ça commence à la table des jeunes cousins. Ceux qui sont collés à leur technologie, ils regardent leurs écrans. Puis ils lèvent les yeux. Ils me regardent. Ils regardent à nouveau leurs écrans. Leur bouche s'ouvre. C'est pas possible. Chuchote l'un d'eux. Le murmure voyage. Ils sautent de table en table comme une étincelle dans l'herbe sèche. Les gens arrêtent de manger. Ils arrêtent de parler. Ils prennent leur téléphone. Guillaume, le banquier, vérifie son iPhone. Il se fige. Il plisse les yeux sur l'écran et fait défiler vers le bas, puis remonte. Il donne un coup de coude à Juliette. Elle le repousse d'un geste. Riant à une blague, il lui donne un coup de coude plus fort. Il lui montre l'écran. Son sourire vacille. Elle saisit le téléphone. À la table d'honneur, mon père fronce les sourcils. Il voit le changement dans la salle. Il voit les yeux se détourner de l'estrade et se tourner vers le coin du fond, vers la table 9. « Qu'est-ce qu'il y a » demande ma mère. La voix montant d'anxiété. C'est une mauvaise nouvelle. Quelqu'un près du devant. Un invité avec une tablette. Se lève. Il ne le fait pas exprès. Mais il est sous le choc. Il lève la tablette. C'est Chloé, dit-il. Mon père rit. Un son nerveux et confus. Quoi à propos de Chloé? Elle a besoin d'un prêt. Non, dit l'invité. Il me regarde avec quelque chose qui ressemble à de la peur. Elle est en couverture. Il tape sur l'écran. Le castant sur l'énorme écran géant qui diffusait le montage juste avant. L'image remplit le mur. C'est moi. Je porte un sweat à capuche blanc. Les bras croisés, fixant directement l'objectif de la caméra, avec un regard qui pourrait couper du verre. Le titre est en gras. Noir et impossible à manquer. Le titan silencieux, Chloé, fondatrice d'Aegis IA, fortune nette 3, 8 milliards d'euros. La salle devient mortellement silencieuse. On pourrait entendre une mouche voler. On pourrait entendre un cœur se briser. Mon père fixe l'écran. Il lit les chiffres. 3,8 milliards. Il me regarde. Je suis assise à la table 9, en train de décortiquer un petit pain froid. Je lève les yeux et croise son regard. Je ne souris pas. Je ne fais pas signe. Je le regarde. C'est tout. C'est une erreur, dit ma mère. Sa voix est perçante, transperçant le silence. C'est une coquille. Ça doit l'être. Elle se lève, sa serviette tombant au sol. Chloé, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de blague sur Internet. Tu as piraté le site web. Ce n'est pas une blague. Maman, dis-je. Ma voix est calme, portant sans effort à travers la salle silencieuse. Et je n'ai pas piraté Forbes. Ils m'ont interviewé il y a 3 mois. Mais tu répares des imprimantes. Balbutie mon père. Il est pâle. Il ressemble à un homme dont toute la réalité s'effondre en temps réel. Tu es freelance. J'ai construit un réseau de neurones qui prédit les cyberattaques avant qu'elles ne se produisent. Je le corrige doucement. Je l'ai licencié à l'État. À Apple et à la plupart des banques pour lesquelles Guillaume travaille. Aegis IA est valorisé à 15 milliards d'euros depuis ce matin. Juliette se lève. Son visage est couvert de plaques rouges. Tu mens. Claqueté. Tu blanchis de l'argent. Ou c'est de la crypto. C'est de l'argent fictif. Ce n'est pas réel. C'est très réel, dit Guillaume. Il fixe toujours son téléphone. Le visage gris. Je regarde les documents du greffe en ce moment même. Aegis IA. Actionnaire majoritaire.
Chloé. C'est réel. Mon Dieu. Tout est réel. Tu as rejeté une offre de 5 milliards de Google, crie mon oncle depuis le fond. Lisant l'article à voix haute. Tu as dit non à 5 milliards. Je construis un héritage. Dis-je en regardant mon père. Je ne me vends pas pour un chèque rapide. Je pensais que tu respectais ce genre de ténacité. Mon père agrippe le bord de la table. Ses jointures sont blanches. Il regarde l'écran. Puis moi. Puis Juliette. Il n'arrive pas à traiter l'information. Il a passé 10 ans à me plaindre. Il a passé 10 ans à se dire que j'étais l'échec pour pouvoir se sentir comme un parent réussi vis-à-vis de Juliette, si je suis milliardaire. Alors son jugement était faux. Et si son jugement était faux, alors il ne sait rien. Pourquoi tu ne nous as rien dit, chuchotait-il. J'ai essayé. Dis-je. À chaque Noël. À chaque réunion de famille. J'ai essayé de vous parler des levées de fonds. J'ai essayé de vous parler des brevets. Mais vous me demandiez quand j'allais trouver un vrai travail. On ne savait pas. Pleure ma mère. Comment on pouvait savoir? Vous ne saviez pas parce que vous ne vouliez pas savoir? Dis-je. C'était plus facile de me voir comme un cas social que comme un défi à votre ego. Tu crois que l'argent change qui tu es. La voix de Juliette tremble. Mais elle est forte. Elle s'éloigne de la table, mettant de la distance entre elle et l'écran qui diffuse encore ma valeur nette. Elle a besoin de reprendre l'avantage. Elle a besoin de rappeler à tout le monde pourquoi elle est l'enfant prodige et moi l'erreur. Tu as de l'argent. Chloé. D'accord. Tu as eu de la chance avec du code informatique. Mais tu n'as pas d'influence. Tu n'as pas de pouvoir institutionnel. Elle lisse sa robe. Retrouvant son aplomb, elle regarde Guillaume. Puis nos parents. Ralliant ses troupes. Je travaille pour Sterling, associé. Nous dirigeons cette ville. Nous gérons les contrats pour les vrais acteurs. Les gens qui construisent réellement le monde, pas juste ceux qui codent dans des sous-sols. Rien que cette semaine, j'ai apporté le plus gros contrat que le cabinet ait vu en une décennie. Un conglomérat tech. Un gros poisson. Elle me regarde avec un rictus que je reconnais de notre enfance, le regard qu'elle me lançait, quand elle avait la grande chambre, quand elle avait la nouvelle voiture, quand elle avait l'approbation. Je vais être associée avant mes 30 ans. Chloé, parce que je suis assise dans les pièces où les décisions se prennent. Je signe les documents qui font tourner l'économie. Tu as peu, être une richesse sur le papier, mais j'ai le pouvoir réel. Mon père hoche la tête, saisissant cette bouée de sauvetage. Exactement, dit-il, sa voix reprenant de la force. Juliette a une carrière, une profession. L'argent va et vient. Chloé. Mais le statut, la réputation, c'est ça qui compte. Je regarde Juliette. Je regarde l'arrogance qui l'a protégée de la réalité toute sa vie. Je me sens presque mal pour ce que je dois faire. Presque. Le client gros poisson. Dis-je doucement. C'est le contrat, projet, chimère. Juliette se fige. Sa main s'arrête au milieu d'un geste. Comment tu connais ce nom? C'est un titre de travail confidentiel. Et la structure de l'accord. Je continue. Ma voix stable et ennuyée. Comme si je discutais de la météo. Elle inclut une refonte complète des protocoles de souveraineté des données du client. Gérée par une équipe juridique tierce. Spécifiquement, Sterling, associé. Tu as piraté mes emails. Accuse-t, elle en pointant un doigt tremblant vers moi. Maman? Papa? Elle a piraté mon cabinet. C'est un crime fédéral. Je n'ai rien piraté. Dis-je. J'ai rédigé le contrat. Je me lève. Pour la première fois de la soirée, je me tiens debout de toute ma hauteur face à ma sœur. Aegis IA est le client. Juliette. Je suis le conglomérat. Je suis le gros poisson. Guillaume émet un son comme s'il venait de recevoir un coup de poing dans le ventre. Il sait. Il sait exactement ce que cela signifie. Juliette secoue la tête. Non. Non. Le signataire était une holding. Holding C. LPL. Holding Chloé Legrand. Je clarifie.
J'ai utilisé une société écran pour éviter les biais lors de l'appel d'offres. Je voulais le meilleur cabinet. Pas celui où ma sœur travaillait. Mais quand j'ai vu Sterling, associé sur la liste finale, j'ai approuvé l'embauche. Je fais un pas vers elle. As-tu lu l'addendum à la page 42, celui concernant les exigences de personnel? Juliette est pâle. Elle ressemble à un fantôme. Elle secoue la tête. Muette. Il stipule que le client, moi, conserve le droit d'examiner et d'approuver tous les collaborateurs juniors affectés au compte, sur la base de mesures de performance et de normes éthiques. Je laisse cette phrase flotter dans l'air. La salle est silencieuse. Mais c'est un genre de silence différent maintenant. Ce n'est pas le choc. C'est la reconnaissance. Il réalise que la hiérarchie n'a pas seulement été perturbée, elle a été incinérée. Je ne suis pas juste ta sœur. Juliette, à partir de lundi matin, quand ce contrat entrera en vigueur, je suis la patronne de ton patron. Je possède les heures facturables dont tu te vantais. Je possède la promotion dont tu es si fière. Je me tourne vers mon père. Il est affaissé sur sa chaise, regardant Juliette. Puis moi, il essaie de calculer les mathématiques d'un monde où sa fille ratée emploie sa fille réussie. Tu voulais que j'aie un vrai travail. Papa, je viens d'embaucher. Ton enfant prodige. Guillaume parle enfin. Sa voix est brisée. Chloé. Si tu retires ce contrat, le cabinet perd 20% de son chiffre d'affaires prévisionnel du 4e trimestre. Juliette serait. Elle serait virée. Je sais. Dis-je. Les affaires sont brutales. Ça demande de la stabilité. Ça demande de la sécurité. C'est pas ce que tu as dit. Papa. Je regarde Juliette une dernière fois. Elle n'est plus l'avocate confiante. C'est une petite fille qui réalise que le jeu auquel elle jouait était truqué contre elle, à l'instant même où elle m'a sous-estimée. Je ne te ferai pas virer. Dis-je. Je ne suis pas vindicative. Mais tu vas apprendre ce que ça fait de travailler pour tout ce que tu as. Plus de raccourcis. Plus d'approbation de papa pour te maintenir à flot. Tu me rends des comptes maintenant. Je prends ma pochette. La salle s'écarte pour moi, comme la mer Rouge. Je ne regarde pas l'écran. Je ne regarde pas la table. Je marche vers la sortie. L'air dans la pièce est aspiré, les laissant dans un vide de leur propre création. Je pousse les lourdes doubles portes du yacht club et sors dans l'air frais de la nuit. Ça sent le sel, ça sent la liberté. Je pousse les lourdes portes et sors dans l'air frais de la nuit. Le vent du large frappe mon visage. Et pour la première fois de la soirée, je peux respirer. Je ne cours pas. Je ne me précipite pas. Je marche calmement vers le stand du voiturier. Mes talons claquant sur le trottoir. Derrière moi, les portes s'ouvrent à la volée. J'entends des pas se précipiter après moi. Chloé attend. C'est Guillaume. Il court. Sa cravate de travers. Ressemblant moins à un maître du monde qu'à un homme qui vient de voir son bonus s'évaporer. « S'il te plaît », dit-il en me rattrapant. Il me tend une carte de visite avec des doigts tremblants. Je ne savais pas. Aegis IA. C'est la licorne dont tout le monde parle dans ma division. On pourrait t'aider avec la gestion de patrimoine. On est spécialisé dans les grandes fortunes. Je regarde la carte. Elle est lourde. Couleur crème. Gaufrée. Elle représente tout ce que mon père m'a dit que j'avais besoin d'un mari pour obtenir. J'ai déjà une gestionnaire de patrimoine. Guillaume, dis-je. Elle est excellente. Et elle connaissait mon nom avant ce soir. Je me détourne de lui. Ma voiture arrive, une berline noire élégante que j'ai louée pour la soirée. Je me glisse sur la banquette arrière, sans un regard en arrière. Alors que la voiture s'éloigne, je vois mes parents debout en haut des marches. Ma mère pleure dans un mouchoir. Mon père a l'air perdu, fixant l'obscurité là où je me trouvais. Les semaines suivantes sont une leçon magistrale d'histoire révisionniste. Ma boîte de réception se remplit d'emails de proches à qui je n'ai pas parlé depuis des années. Soudain, tout le monde se souvient à quel point j'étais douée quand j'étais enfant. Ils envoient des photos de moi construisant des tours en Lego, prétendant qu'ils ont toujours su que j'étais une ingénieure dans l'âme. Mon père envoie un long email. Il parle de reconstruire les ponts.
Il mentionne que son fonds de retraite ne se porte pas bien et se demande si j'ai des conseils d'investissement. Ma mère laisse des messages vocaux. Elle pleure. Elle dit que je lui manque. Elle demande si je veux aller faire du shopping pour meubler mon nouveau penthouse. Supposant que j'ai dû déménager de mon studio. Je suis assise dans mon bureau. Et 40 étages au-dessus de la ville, la vue est panoramique acier. Vert et potentiel. Je lis leurs messages, j'écoute leurs messages vocaux. Et puis j'appuie sur supprimer. Je ne coupe pas les ponts parce que je suis en colère. La colère est chaude, elle finit par s'éteindre. Ce que je ressens est froid. C'est définitif. J'ai réalisé quelque chose ce soir-là. En regardant leur visage à la lueur de cet écran. Ils ne me connaissaient pas. Pas parce que je me cachais, mais parce qu'ils n'ont jamais regardé. Les relations exigent une monnaie d'échange. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le statut. C'est la curiosité, le prix d'entrée dans ma vie. C'est la volonté de demander « Qui es-tu ?» et d'écouter réellement la réponse. C'est la capacité de s'intéresser à quelqu'un même quand il n'a rien d'autre à vous offrir que lui-même. Ma famille n'a jamais payé ce prix. Ils ne voulaient me connaître que lorsque ma valeur pouvait se mesurer en milliards. Ils veulent accéder au titan. Mais le titane n'est qu'une coquille protectrice que j'ai construite autour de la fille qu'ils ont ignorée. Et cette fille, elle n'habite plus à la table 9. Elle a construit sa propre table. Je ferme mon ordinateur portable. L'écran devient noir, me renvoyant le reflet de mon propre visage. J'ai l'air fatigué, mais lucide. Je suis seule dans ce bureau. Mais je ne me sens pas seule. Pour la première fois de ma vie, le silence n'est pas une absence de bruit. C'est la paix, si vous vous êtes déjà senti comme la personne la plus intelligente de la pièce, tout en étant traitée comme la plus insignifiante. Cliquez sur le bouton « J'aime ». Partagez cette histoire, si vous croyez que le respect se gagne. Et ne s'hérite pas. Et dites-moi dans les commentaires, quel est le prix d'entrée dans votre vie ? Je vous lirai.